Après avoir marché toute la nuit et presque tout un jour, Elisa arriva sur les bords de l'Ohio 1 heure avant le coucher du soleil, fatiguée, le corps malade, mais l'âme vaillante. Son premier regard avait été pour le fleuve, qui, pareil au Jourdain de la Bible, la séparait du pays de Canaan, la liberté. On était au commencement du printemps. Le fleuve charriait des monceaux de glace. Dans cette partie du Kentucky, le rivage s'avance comme un promontoire au milieu des eaux, si bien que d'énormes blocs de glace étaient retenus au passage et formaient comme un radeau irrégulier et gigantesque sous lequel s'engouffraient les eaux. Le bac ne marche plus. Peut-être pourra-t-on me renseigner dans cette auberge. Madame! Madame! Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il un bac ou un bateau pour me passer de l'autre côté? Vous n'y pensez pas, ma jeune dame. Il faut pourtant que je passe absolument. Que vais-je faire? Vous voulez passer de l'autre côté? Quelqu'un de malade? Vous avez l'air inquiet. J'ai un enfant en danger. Et je ne le sais que d'hier soir. Je suis venue tout d'une traite dans l'espoir de trouver un bac. Vous auriez dû vous renseigner, voyons. Oh, comme c'est regrettable. Je suis bien fâchée pour vous. Oh, quel joli enfant vous avez là. Tu veux un gâteau? Non? Oh, il a l'air bien fatigué. Entrez donc et reposez-vous. C'est ce que vous avez de mieux à faire si vous ne voulez pas que cet enfant tombe malade lui aussi. Peut-être se présentera-t-il quelqu'un qui pourra vous faire passer de l'autre côté. Entrez donc. Elisa se trouvait dans l'auberge depuis 1 heure, quand Haley, le marchand qui avait acheté son fils à M. Shelby, et les 2 esclaves de M. Shelby s'y présentèrent. La chambre avait une porte qui donnait sur la rivière. Elle saisit son fils et se précipita vers la rive. Le marchand l'aperçut et se lança à sa poursuite. Au moment où le marchand allait la rejoindre, avec cette puissance que Dieu ne donne qu'aux désespérés, poussant un cri sauvage, Elisa s'élança de la rive et tomba sur le radeau de glace. L'énorme bloc de glace chancela sous son poids, mais sans s'y arrêter une seconde. Redoublant d'énergie, elle sauta de bloc en bloc, glissant, se cramponnant, tombant, se redressant toujours. Oh, il faut qu'elle ait 7 diables au corps. Seigneur, quelle affaire! Mon Dieu, j'espère que monsieur nous excusera de ne pas l'avoir suivi, mais nous ne nous sommes pas sentis de force à prendre cette route-là. Vous rayez! Dieu vous bénisse, monsieur. Je ne peux pas m'en empêcher. Moi non plus. Elle était si curieuse, sautant, bondissant. Je vais vous faire rire d'autre sorte. Allez au diable! Sale nègre! Déguerpissez! Rapportez son cheval, le Shelby! Allez! Sam! Enfin, eh bien... Monsieur Haley est resté à la taverne. Il était bien fatigué, madame. Mais Elisa... Elisa, elle a passé le Jourdain. Elle est, comme on dit, dans les terres de Canaan. Que veux-tu dire, Samuel? Elisa a passé l'Ohio miraculeusement, comme si le Seigneur l'avait enlevée dans un char de feu. Sam, dis clairement ce que tu sais. Où est Elisa? Eh bien, monsieur, André et moi, nous l'avons vue de nos yeux passer sur la glace flottante. Elle allait que c'était une merveille. Nous avons vu un homme lui tendre les mains de l'autre côté de l'Ohio, et puis elle a disparu dans le brouillard. Samuel ne ment pas. Ce miracle n'est-il pas de ton invention? Non, monsieur. Personne n'aurait fait cela sans le secours de Dieu, c'est sûr. La glace faisait crac, cric, psit, mais elle bondissait comme une biche. Dieu soit loué, elle n'est pas morte. Et Monsieur Haley n'a rien fait? Voilà comment tout ça s'est passé depuis le début. Monsieur Haley, Andy et moi, nous arrivons à une petite taverne près de la rivière. Je marchais un peu en tête. J'arrive près de la fenêtre de la taverne et je reconnais Elisa. Les 2 autres sont sur mes talons. Bon, qu'est-ce que je fais? Je perds mon chapeau comme s'il y avait un coup de vent.
et je pousse un hurlement à réveiller les morts. Aussi, comme M. Haley arriva près de la fenêtre, Elisa n'y était plus. Elle s'échappe par une petite porte sur le côté qui donne sur l'eau. C'est seulement alors que M. Haley la vit et cria. Tous les trois, nous courons après Lisa. Elle arrive au fleuve. Elle s'arrête une seconde. Je pensais, moi, qu'elle était bel et bien perdue et que nous allions la prendre quand soudain, elle pousse un cri comme j'en ai jamais entendu. Et elle s'élance sur la glace, en criant, en sautant. Oh, quel bonheur. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est bien, Samuel. Allez trouver la mère Chloé. Andy et vous devez avoir faim. Ma parole, mais c'est ce bandit de Daniel Haley. Haley! Ah, par exemple, Tom Locker, comment ça va? Qu'est-ce qui peut bien vous amener par ici, Ah, Haley? Locker, je suis content de vous voir. Je suis dans un embarras du diable, vous pourrez peut-être m'aider à en sortir. Ah, on peut être sûr que quand Haley est aimable avec les gens, c'est qu'il a besoin d'eux. Qu'est-ce qu'il y a? T'as de vos amis? Oui, Un c'est associé Mars. peut-être? C'est Mars. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Haley. Voilà, j'ai acheté, pas plus tard qu'hier, un marmot de nègre, et sa mère s'est enfuie avec lui. Ah, c'est très drôle que des choses comme ça arrivent à ce vieux renard de Haley. La mère a réussi à traverser le fleuve et à débarquer de l'autre côté. J'aurais bien voulu voir ça. Et vous avez besoin de nous pour reprendre cette femme? La femme, non. Non, elle est à Shelby. Je n'ai que l'enfant. J'ai eu la bêtise de vouloir l'acheter, ce petit singe. On ne comprendra jamais rien, nos femmes. Ces petits sont pour elles une source d'ennui et on croirait qu'elles seraient enchantées qu'on les en débarrasse. Pas vrai, Louker? Eh bien non. Plus le petit leur cause de mal, plus il est bon à rien et plus elles y tiennent. Tiens, un jour, quand j'étais dans les affaires, j'avais acheté une femme bien tournée, solide. Elle avait un petit bonhomme tout souffreteux, bossu, contrefait, que je me dépêchais de donner à un homme qui espérait pouvoir gagner dessus. Mais vous ne vous imaginez pas comment la mère a pris ça? Oh, si vous l'aviez vu, une vraie furie. Une vraie furie enragée. C'est étrange. On ne comprendra jamais rien aux femmes, pas vrai? Ah, mes négresses, ne me joue pas de ces tours, je vous en réponds. Et comment faites-vous, Locker? Comment je fais? Eh bien, quand j'achète une femme et qu'elle a un enfant que je veux vendre, je m'approche d'elle, je lui mets mon poing sous le nez, je lui dis, tu vois ça? Si tu l'ouvres, il t'écrase la gueule. Je ne veux pas entendre un mot, pas le commencement d'un mot, sinon je t'aplatis la figure, compris? Je lui dis aussi, ton enfant est à moi et pas à toi. Fourre-toi bien ça dans le crâne. Tu n'as plus à t'en occuper. Et je les rends muettes comme des poissons. Et si l'une d'elles s'avise de crier, alors... Eh, ne casse rien, Louker. Monsieur Haley nous met sur la piste d'une bonne affaire, je le sens. Allez, garde ton calme. Voyons, monsieur Haley, cette femme, comment est-elle? Eh bien, blanche, belle, bien élevée. J'en offrais 800 000 $ à Shelby. 1000 $? Tu entends, Louker? Blanche, belle et bien élevée. Et seul l'enfant appartient à monsieur Haley. Eh bien, je crois que nous allons travailler à notre compte. Nous les reprenons. L'enfant, tout naturellement, revient à monsieur Haley, et nous emmenons la mère à la Nouvelle-Orléans. Qu'en dis-tu, Louker? Pas mal. Ah oui, mais Mais quoi? est-ce que j'aurais pas ma part de profit? Mais dis donc, ça ne vous suffit pas que nous rattrapions l'enfant? Ah ben, c'est moi qui vous fournis l'occasion. Je mérite quelque chose. 10% sur le bénéfice net, non? Pour qui me prends-tu, Daniel Haley? Penses-tu que Marx et moi nous sommes fait chasseurs d'esclaves pour obliger des gentlemen comme toi? Nous garderons la femme et tu fermeras ta gueule. Nous garderons la femme et l'enfant. Allez, maintenant que tu nous as montré le gibier, il nous appartient, aussi bien qu'à toi. Bon, vous garderez la femme. Combien de temps vous faudra-t-il? Une semaine? Alors donnez-moi un rendez-vous où vous voudrez d'ici une semaine, je ne demande rien de plus. Minute, Haley. Vous allez m'avancer d'abord 50 $ argent sur table, ou vous ne reverrez jamais l'enfant. Vous me demandez 50 $ lorsque je vous donne l'occasion de faire un bénéfice de 1000 $? Mais nous avons de la besogne pour 5 semaines. Va falloir la quitter pour courir après votre marmot, mais si par hasard, nous ne reprenions pas la mer. C'est que les femmes, c'est le diable à prendre. Vous en savez quelque chose. Qui nous indemniserait alors? Vous? J'en réponds. Eh bien, argent en bas tout de suite. Si l'affaire se fait, je rends les 50 $. Juste, Mars? Sans doute. Des honoraires, en somme. Allez, voici les 50 $. Mars, allez-moi la liste pour voir si nous n'oublions rien d'important.
Benz, comté de Shelby, le petit Jacques, $300, mort ou vivant. Bon. Edward, Dick et Lucy, mari et femme, $600, mort ou vivant. Bon. Rolly et ses 2 enfants, $600 sur sa tête. Dis, Locker, il faudra mettre Alan et Springer aux trousses de tout cela. Ah non, il nous prendrait trop cher, on verra ça plus tard. Il y en a 3 qui ne donneront pas grand-peine. Il suffirait de tirer dessus ou de jurer qu'on a tiré. Bon, ça ira. Bon, alors occupons-nous donc de vos affaires, monsieur Lee. Vous dites que vous avez vu la fille débarquer de l'autre côté. Comme je vous vois. Et quelqu'un l'a aidée à gravir l'autre rive? Oui, un homme. Très bien. Elle a donc reçu asile. Où? C'est la question. Il faut passer le fleuve cette nuit, il n'y a pas de doute. Mais il n'y a plus de bateau. Et même le courant charrie de la glace. Non, ça serait trop dangereux. Dangereux ou pas, il faut passer. Diable, il fait nuit noire maintenant. Mais dis tout de suite que tu as peur, Mars. Non, je n'ai pas peur, seulement... Seulement quoi? Si on s'arrête ici un jour ou deux et que la femme arrive aux frontières de Saint-Dusky avant nous, qu'arrive-t-il? Hein? Ah non, on peut pas attendre. Faut passer. Tu vois bien qu'il n'y a pas de bateau. L'aubergiste m'a dit qu'il en viendrait un ce soir et qu'un homme allait passer. Ben, on passera avec lui. Avez-vous de bons chiens? Premier ordre. Bon, ben, à quoi bon? Vous avez quelque chose d'elle à leur faire sentir? Oui, elle a laissé tomber son châle dans sa course, le voici. Une chance. Donnez. Mais faites attention. Les chiens pourraient l'endommager s'ils se jettent sur elle. Exact, c'est à considérer, Looker. Souviens-toi, Mobile, cet esclave que nos chiens ont mis en pièces, avant que nous ayons pu faire un geste. Oui, les chiens ne sont pas bons pour un article dont la beauté fait tout le prix. C'est vrai. Et de plus, si elle est entrée dans une maison, les chiens, là encore, seront inutiles. Non, mieux vaut nous en passer, Looker. Allez, allons-y, Mars. Sans les chiens. Il s'agit de ne pas manquer notre homme. Adieu, Haley. Si je les trouve, Haley, je conduirai l'enfant à Cincinnati. Je le laisserai chez Granny Nelcher, au débarcadère. Au revoir. Entrez. C'est bien que Jocks. Qu'y a-t-il? C'est Monsieur Bird qui arrive? Non, Madame Bird. C'est une jeune dame avec un petit garçon. Les vêtements de la dame sont tout déchirés, elle n'a pas de souliers, ses jambes sont pleines de sang. Où sont-ils? Dans la cuisine, madame. Elle a demandé à se réchauffer un petit moment, alors on l'a fait entrer. Vous avez bien fait, que Jocks. Suivez-moi. Regardez, Madame Bird, on lui a mis un lit, là, près du feu. Oh, madame, protégez-le. Protégez mon enfant. Ne le laissez pas prendre. Ne craignez rien, personne ne vous fera de malice. Que Dieu vous récompense. D'où venez-vous, pauvre femme? De Kentucky. Mais quand? Et comment? Cette nuit, j'ai passé sur la glace. Sur la glace? Ils étaient derrière moi, tout près. Vous étiez esclave, n'est-ce pas? Oui, madame. J'appartenais à un homme du Kentucky. Était-il cruel avec vous? Non, madame. C'était un bon maître. Et ma maîtresse a toujours été bonne pour moi. Pourquoi donc vous êtes-vous enfuie? Madame, avez-vous jamais perdu un enfant? Oui, j'ai perdu un petit enfant. Pourquoi cette question? Alors vous comprendrez ma peine. Moi, j'en ai perdu 2, l'un après l'autre. Il ne me reste plus que celui-ci. Il est tout ce que j'ai au monde, ma consolation, ma fierté. Eh bien, madame, ils allaient me l'arracher pour le vendre aux marchands du Sud. Je n'ai pas pu supporter cela, madame. Et quand j'ai su qu'il était vendu, je l'ai pris et je suis partie avec lui pendant la nuit. Ils m'ont donné la chasse, celui qui l'a acheté et les esclaves du maître. Je les sentais, je les entendais, ils me tenaient. J'ai sauté sur les glaces. Comment ai-je passé, je ne sais pas. Un homme m'a aidé à gravir la rive. Il m'a indiqué votre maison. Pauvre femme. Mais vous me disiez que vous aviez un bon maître. Il l'était. Madame aussi. Mais il ne pouvait plus se suffire.
Je ne sais pas bien vous expliquer cela. Alors je suis partie. N'avez-vous pas de mari? Oui, mais qui m'appartient à un autre homme. Son maître est très dur avec lui. Il ne voulait plus lui permettre de venir me voir. Il le menaçait de l'envoyer dans le sud. Dites, madame, est-ce loin le Canada? Bien plus loin que vous ne pensez. Écoutez, nous allons réfléchir à tout cela. Vous, reposez-vous et dormez. Bonjour, John. Enfin, vous êtes revenu. Bonsoir, chère Mary. Ah, vous ne savez pas quel plaisir c'est pour moi de vous avoir ce soir. Et moi, croyez-vous que ce soit sans plaisir que je reviens goûter les douceurs du foyer? Ah, cette session a été vite expédiée, heureusement. Essayez donc ces pantoufles que je vous ai faites pendant votre absence, John. Oh, magnifique, chère Mary. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait au Sénat, Monsieur Bird? Rien de bien important. Dites-moi, il n'est pas vrai qu'on ait parlé d'une loi pour empêcher de donner à manger et à boire aux gens de couleur qui viennent par ici. Eh bien, Mary, mais allez-vous vous lancer dans la politique maintenant? Grand Dieu, non. Mais j'ai entendu parler de cette loi et j'estime qu'elle serait parfaitement cruelle et antichrétienne. Elle a pourtant été votée. Votée? Déjà? Ces diables d'abolitionnistes ont tant fait que nos frères du Kentucky sont très irrités et nous avons bien été obligés de faire quelque chose pour les rassurer. Aussi est-il défendu maintenant d'assister les esclaves qui nous arrivent du Kentucky. Pensez-vous, John, qu'une telle loi soit juste et chrétienne? Me ferez-vous fusiller, Mary, si je vous dis que oui? Et vous-même, l'avez-vous votée? Mon Dieu, oui. Vous devriez avoir honte, John. C'est une loi abominable. Les choses en sont donc venues à ce point qu'une femme ne pourra plus donner sans être criminelle un souper chaud et un lit à ces malheureux mourant de faim parce qu'ils sont esclaves. Ma chère Mary, vos sentiments sont justes et humains, mais il ne s'agit pas ici de ce qu'on peut éprouver soi-même. De grands intérêts publics sont en jeu. Oh, écoutez, John, je n'entends rien à votre politique. Mais je sais lire ma Bible. Et j'y lis que je dois nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus, consoler ceux qui pleurent. Et j'entends obéir à ma Bible. Et si votre action entraînait de grands malheurs publics? Obéir à Dieu ne peut entraîner de grands malheurs publics. Enfin, vous, John, feriez-vous prendre et mettre en prison un de ces malheureux fuyards? Ce serait un bien pénible devoir, sans aucun doute, Mary. Un devoir? Ah, ne vous servez pas de ce mot-là, je vous en prie. Vous savez bien que ça ne peut être un devoir. Si les gens veulent empêcher les esclaves de s'enfuir, ils n'ont qu'à bien les traiter. Un point, c'est tout. On ne fuit pas quand on est heureux. Mary, voyons, laissez-moi raisonner avec vous. Je déteste de raisonner, principalement sur de pareils sujets. Enfin, John, je suis bien certaine que vous ne croyez pas plus que moi que cette loi soit juste. Mais juste ou pas, chère Mary, elle est votée, et nous n'y pouvons rien. Évitons seulement d'avoir à l'appliquer. J'ai le regret de vous dire, cher John, que j'ai recueilli ici une jeune femme esclave du Kentucky en fuite avec son enfant, et que j'entends violer votre méchante loi. Quoi? Vous avez fait ça? Parfaitement. Ils passeront la nuit ici, et demain matin, nous verrons ce qu'il convient de faire pour les aider à gagner le Canada. Ma chère, vous me mettez dans une situation embarrassante. Je viens de passer une semaine au Sénat à faire voter les résolutions les plus sévères contre les esclaves fugitifs, et voici que vous m'obligez à les accueillir et à les assister. Faut, ma chère, que cette femme parte cette nuit même. Oh, c'est impossible, elle est épuisée. Elle a traversé l'Ohio sur les glaces, poursuivie par celui qui a acheté son enfant. Ah, je voudrais que vous voyiez dans quel état elle se trouve. Laissez-la se reposer une nuit. Ah non, cette nuit même. Le marchand peut être sur ses traces dès demain de bonne heure. S'il y avait que la femme, elle pourrait se tenir tranquille jusqu'à ce qu'il fût passé. Mais une armée à pied et à cheval ne pourrait avoir raison de l'enfendre. Mettra le nez à la porte ou à la fenêtre, fera tout découvrir, et je vous en réponds, ce serait une belle affaire pour moi d'être pris ici avec des esclaves en fuite. Ah non, il faut qu'il parte cette nuit. Cette nuit? Mais pour aller où? Où? Je sais bien où. Ah. Si elle veut gagner le Canada, j'ai mon ancien client, vous savez, Van Trump, qui est venu du Kentucky et qui a affranchi tous ses esclaves. Il s'est établi à 7000 d'ici, de l'autre côté du gué. C'est un endroit qu'on ne trouve pas facilement. Elle y serait assez en sûreté. L'ennui, c'est que personne ne saurait y conduire une voiture de nuit
Sauf moi. John. Il n'y a pas d'autre solution. Ah, c'est une bien mauvaise besogne que vous allez me faire faire là. Bien mauvaise. Oh, votre cœur est meilleur que votre tête, John. Oh, je le savais. Que Jux attellera tranquillement les chevaux vers minuit, et je l'emmènerai. Pour donner une couleur à la chose, il me conduira à la prochaine taverne pour prendre la voiture de Columbus qui passe dans 3 ou 4 heures. On pensera que je n'ai pris la voiture que pour cela. J'y ai des affaires dont je m'occuperai demain matin. À la grâce de Dieu. Oh, Van Trump! John, c'est John! C'est vous, monsieur Burr? Oui. À cette heure de la nuit? Que se passe-t-il, monsieur Bird? Salut, Van Trump. Dites-moi, êtes-vous homme à donner asile à une pauvre femme et à un enfant que poursuivent les chasseurs d'esclaves? Je crois que oui. Je le savais. Qu'ils viennent ici, ils seront reçus. J'ai 6 fils, chacun 6 pieds d'eau et le double de fusil. Si vous les rencontrez, monsieur Bird, faites-leur tous mes compliments et dites-leur qu'ils ne se gênent pas, qu'ils viennent quand ils voudront. Vous n'avez plus rien à craindre, ma fille. Vous allez entrer là et vous coucher, hein? Dormez sur vos 2 oreilles. Ceux qui me connaissent savent bien qu'il ne serait pas sain de vouloir faire sortir quelqu'un de ces Jack Van Trump quand il ne veut pas. Allez, entrez et dormez aussi tranquillement que si votre mère vous gardait. Merci, monsieur. Je vous remercie pour eux, Jack. Elle est très jolie. Trop jolie, pauvre femme. Allez, je sais ce que c'est. Ces choses-là me feraient blasphémer. Quand je pense que certains ministres ont le culot de dire en chair que la Bible autorise l'esclavage. Le jour que j'ai entendu ça, je ne suis pas retourné à l'église, jusqu'à ce que je trouve un ministre qui soit contre l'esclavage. Maintenant, j'y retourne. Bon, eh bien, je vais vous quitter, Van Trump. Restez donc ici jusqu'à demain matin. Je vais réveiller ma femme. Elle vous préparera un lit en moins de rien. Non, merci beaucoup, cher ami. Je dois prendre cette nuit même la voiture de Columbus. Alors, je vais vous accompagner et vous montrer un chemin de traverse bien meilleur que la route que vous avez prise. Oh, elle est bien mauvaise, en effet. Ah, Van Trump, j'y pense. Tenez, prenez ces $10. Mais pour elle. Bien. Le lendemain matin, dans la case de l'oncle Tom, les visages reflétaient la tristesse des cœurs. On attendait que le marchand Haley vienne prendre possession du père Tom. Celui-ci était assis, sa Bible ouverte sur ses genoux, à côté de Chloé, qui repassait avec un soin minutieux le linge de l'oncle Tom. Les enfants dormaient encore. C'est la dernière fois. Mon Dieu! Allons, allons, ne pleure pas, Chloé. Tu vas réveiller les enfants. Je sais qu'il faut se résigner, Tom, mais je peux pas. Si je savais où tu vas, comment on te traitera. Madame dit bien qu'elle fera tout pour te racheter d'ici 1 an ou 2. Mais ceux qui descendent vers les sites ne remontent jamais, Tom. On les tue. Je sais bien comment on les traite dans les plantations. Ce sera là-bas le même Dieu qu'ici, Chloé. Oui, mais j'ai peur de ne pas trouver beaucoup de consolation de ce côté. Je suis dans les mains du Seigneur, Chloé. Rien ne peut aller plus loin qu'il ne le permettra. Il a permis que je sois vendu. Je dois l'en remercier. Et aussi qu'on m'ait vendu, moi, et non pas toi, Chloé, et les enfants. Ici, vous êtes en sûreté. Ce qui doit arriver n'arrivera qu'à moi et le Seigneur m'assistera. Oui, je sais qu'il m'assistera. Ne pensons qu'aux bienfaits du ciel. Des bienfaits?
Oh, je n'ai pu voir des bienfaits là-dedans, moi. Ce n'est pas juste. Cela ne devrait pas être, Tom. Le maître ne devait pas consentir à ce que tu sois le prix de ses dettes. Tu y as gagné 2 fois plus. Il te devait la liberté. Il aurait dû te la donner depuis des années. Ce mal, ce qu'il a fait, rien m'ôtera de l'esprit que Dieu sera contre lui. Chloé, si tu m'aimes, ne parle pas ainsi. Songe que peut-être nous ne nous reverrons jamais. C'est parler contre moi que de parler contre le maître. On l'a mis dans mes bras quand il n'était encore qu'un tout petit enfant. Je me suis toujours beaucoup occupé de lui. Et s'il ne s'est pas beaucoup occupé de moi, qui donc a jamais été traité comme moi? Il est bien meilleur que les autres maîtres qui trouvent naturel qu'on fasse tout pour eux. Non, il ne m'aurait pas laissé partir s'il avait pu faire autrement. Ça, j'en suis sûr. D'une manière ou d'une autre, il a tort. Lève les yeux vers le maître qui est là-haut, Chloé. Lui, il est au-dessus de tous. Oh, je le sais bien, mais cela ne me console pas. Enfin, à quoi bon parler? Je vais m'occuper de ton paquet. Peut-être ne laissera-t-il pas l'emporter. Oh, je connais leur façon. Voyons. Voici la flanelle pour te remettre ici. Les vieilles chemises, les neuves. Oh. Et dire que personne au monde s'occupera plus de toi. Présent. Allons. Ah, je sens que c'est fini. Allons, Chloé, remets-toi, allons. Ah, voici Madame Shelby qui vient ici. Que vient-elle faire ici? Elle n'a rien à y faire. Chloé, allons. Madame? Tom, je viens pour... Mon pauvre Tom. Je sais que je ne puis vous être utile. Si je vous donne de l'argent, on vous le prendra. Mais je vous jure que je ne vous oublierai pas. Et qu'aussitôt que je le pourrai, je vous ferai revenir ici. Jusque-là, Tom, ayez confiance en Dieu. Ici, nègre. Voici, monsieur Henry. Ici, nègre. Allons. Adieu, Chloé. Tom! Es-tu prêt? Je suis prêt, monsieur. Madame Shelby, votre serviteur. Monte dans la voiture, Tom. Attends, donne tes chevilles. Mais faire! Je vous assure, monsieur Haley, que c'est une précaution bien inutile. N'en sais rien, madame. J'ai perdu ici même un esclave de 500 $. Je ne veux pas courir de nouveaux risques. Voilà. Madame Shelby, dites à monsieur George combien je regrette de ne pas lui avoir dit adieu. Mon Dieu, quand il saura... Il doit rentrer aujourd'hui. Vous lui exprimerez toute mon affection. Allez, en route. Au maréchal. Oh! Arrange-moi ces menottes, elles sont un peu trop petites pour lui. Hein? Mais c'est le Tom à Shelby? Bah, c'est pas qu'il l'aurait vendu. Ben si, il l'a vendu, la preuve. Oh, est-ce possible? Lui? Qui aurait cru ça? Oh, vous n'avez pas besoin de l'enchaîner, c'est la meilleure des créatures. Je sais, on n'arrête pas de me seriner les oreilles avec sa bonté, mais justement, ce sont les bons qui cherchent à s'enfuir. Les brutes se laissent mener où on veut. Pourvu qu'il soit bien nourri, il s'inquiète pas du reste. Mais je vous dis, Hailey, que vous n'avez pas de crainte à avoir avec Tom. Allez, il n'est pas à plaindre. J'ai promis de bien le traiter. Vous en faites pas pour lui. Je vais le placer dans quelque bonne vieille famille où il sera aussi heureux qu'un nègre puisse le désirer. Et il laisse derrière lui sa femme et ses enfants. Mais il en prendra une autre et il lui fera des enfants tant qu'il voudra.
Voici un cavalier bien pressé. N'est-ce pas George Shelby? Ah, encore des pleurnicheries en perspective. Alors, ces menottes seront bientôt arrangées? Oui, voilà. Tom. Monsieur Georges. C'est une infamie, Tom. Une infamie. Qu'ils disent ce qu'ils voudront. Si j'étais un homme, cela ne serait pas. Non, cela ne serait pas. Oh, monsieur Georges, comme vous me faites du bien. J'étais si malheureux de partir sans vous voir. C'est une honte. Je voudrais assommer ce bandit. Non, monsieur Georges, non, ne parlez pas si haut. Cela n'avancerait à rien. Vous ne réussiriez qu'à le mettre en colère contre moi. Ils ne m'ont rien fait dire, pas un mot, rien. Et sans Thomas Lincoln, je n'en aurais rien su. Oh, je vous prie de croire que je les ai joliment arrangés à la maison. Tous. Oui, tous. Vous avez eu tort, monsieur Georges. Oui, vous avez eu tort. Oh, je n'ai pas pu m'en empêcher, car c'est une honte. Tenez, père Tom. Je vous apporté mon dollar. Prenez-le. Regardez. J'ai fait un trou au milieu, j'y ai passé une ficelle. Vous le mettrez autour du cou. Et vous le cacherez sous vos vêtements pour que ce gueux-là n'aille pas vous le prendre. Merci, monsieur Georges. Chaque fois que vous le regarderez, souvenez-vous que j'irai vous chercher un jour là-bas, où que vous soyez, et que je vous ramènerai. Je l'ai promis à la mère Chloé. Je vais m'en occuper. Et je tourmenterai mon père jusqu'à ce qu'il me permette d'aller vous chercher. Prenez bien garde à vos paroles, monsieur Georges. Les enfants bien élevés comme vous ne manquent jamais de respect à leurs parents. Oh, je ne vous offense pas, monsieur Georges. Non, père Tom. Vous ne m'avez jamais donné que de bons conseils. C'est que je suis plus vieux que vous, savez-vous. Oh, monsieur Georges, vous serez un bon et brave homme, j'en suis sûr. Votre père, votre mère seront fiers de vous. Soyez un bon maître comme votre père et un bon chrétien comme votre mère. Oui, j'essaierai d'être bon, père Tom. Mais ne perdez pas courage, vous, et je vous ferai revenir. Allons, père Tom. Adieu. Et courage. Alors, ça y est? Donne tes mains, Tom. Sachez, monsieur, que j'instruirai ma famille de la façon dont vous traitez Tom. Bien le bonjour. Vous devriez avoir honte de passer votre vie à trafiquer des hommes et des femmes et à les enchaîner comme des bêtes. C'est un métier vil. Tant que vos illustres parents en achèteront, il me sera bien permis d'en vendre, je pense. C'est à peu près la même chose. Quand je serai un homme, je ne permettrai ni l'un ni l'autre. J'ai honte d'être du Kentucky. Honte! Adieu, monsieur Georges. Le Kentucky n'en a guère qui vous vaille.